remercier Émilie Bézard et Valérie Stiénon pour leur accueil dans ce colloque qui est passionnant à tous égards. Je voudrais également préciser que la communication que je présente ici s'inscrit dans le cadre du travail collectif de toute une équipe, parmi laquelle nous avons le plaisir de compter justement Émilie et Valérie. Nous sommes en effet 11 personnes qui réfléchissons ensemble autour du roman d'anticipation dans la seconde moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle. Donc je tenais donc à rendre hommage au travail de mes collègues de cette petite équipe en convenant avec vous d'un protocole de lecture très simple de réception de ma communication. Tout ce que ma communication comportera d'inabouti sera à attribuer sans hésitation à mes propres insuffisances. En revanche, tous les points qui pourront apparaître concluants, j'espère qu'il y en aura quand même quelques-uns, seront à rapporter avec justice au mérite des travaux de mes collègues. Alors cette précision étant faite, je voudrais ouvrir cette réflexion par une citation de Maurice Renard, romancier mais aussi théoricien du genre qu'il nomme en 1909 le roman merveilleux scientifique. S'il n'est pas prématuré de discuter sur les choses à la minute où elles achèvent seulement d'affirmer leur existence, le roman merveilleux scientifique est mûr pour l'étude critique. L'heure où nous sommes permet de l'identifier. Produit fatal d'une époque où la science prédomine, sans que s'éteigne pourtant notre éternel besoin de fantaisie. C'est bien un genre nouveau qui vient de s'épanouir. C'est ici en quelque sorte un faire-part de naissance d'un genre que Maurice Renard diffuse à travers un ambitieux article de critique littéraire. Ce texte se pose donc comme une forme de manifeste par lequel Maurice Renard veut instituer un genre en imposant une désignation spécifique, roman merveilleux scientifique, et en mettant en évidence la tension entre deux caractéristiques constitutives, d'une part la domination de la science comme trait de l'époque, et d'autre part le besoin de fantaisie, qui est donné comme une sorte de constante anthropologique. Or, il s'agit là, en un sens, d'un véritable coup de force de Maurice Renard, délimitant un groupe de textes sur lesquels il impose une lecture spécifique. J'ai donc voulu entrer dans cette réflexion sur le roman d'anticipation à travers un exemple de Maurice Renard pour partir de l'idée simple, selon laquelle, on y est déjà beaucoup revenu, selon laquelle la construction d'un discours sur le genre relève toujours d'une pensée historiquement située qu'il faut analyser par rapport à la situation propre de l'énonciateur et qui se voit donc réévaluer en permanence. À cet égard, le roman d'anticipation scientifique me semble un cas d'étude particulièrement intéressant pour l'histoire littéraire du fait de son extrême complexité. Une multiplicité de désignations coexiste en effet, délimitant des corpus qui ne se recoupent qu'en partie. Aucune de ces désignations ne s'impose de façon unanime, certaines sont éphémères, disparaissant rapidement après avoir été lancées. D'autres dominent dans un champ donné pendant quelques décennies avant de tomber en désuétude. Et une multiplicité de lignées généalogiques se dessine et s'entrecroise ainsi. C'est un genre qui se voit par ailleurs relu et réinstitué après la Seconde Guerre mondiale à la lumière de la science-fiction. Le regard rétrospectif, un regard rétrospectif donc, vient unifier sous le terme d'anticipation tout ce qui précède, en lissant les disparités d'un corpus hétérogène pour l'envisager comme une forme de science-fiction archaïque, de proto-science-fiction. C'est là un point qui a été particulièrement mis en évidence par le livre de Simon Bréant, La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature. Donc mon objectif ici est de présenter une étude plutôt théorique et programmatique, puisque nos travaux sont encore un work in progress qui doit s'étendre sur plusieurs années. Et j'ai tiré le titre de cette communication, Le mirage du présent dans le passé, d'un texte de Bergson de 1946, La pensée et le mouvant. Significativement, Bergson s'y appuie sur un exemple littéraire commentant le principe d'une lecture pré-romantique des classiques. Donc, je vais vous citer ce passage. Pour prendre un exemple simple, rien ne nous empêche aujourd'hui de rattacher le romantisme du XIXe siècle à ce qu'il y avait déjà de romantique chez les classiques. Mais l'aspect romantique du classicisme ne s'est dégagé que par l'effet rétroactif du romantisme une fois apparu. S'il n'y avait pas eu un Rousseau, un Chateaubriand, un Vigny, un Victor Hugo, non seulement on n'aurait jamais aperçu, mais encore il n'y aurait réellement pas eu de romantisme chez les classiques d'autrefois, car ce romantisme des classiques ne se réalise que par le découpage dans leur œuvre d'un certain aspect
et la découpure avec sa forme particulière n'existait pas plus dans la littérature classique avant l'apparition du romantisme que n'existe dans le nuage qui passe le dessin amusant qu'un artiste y apercevra en organisant la masse informe au gré de sa fantaisie. Le romantisme a opéré rétroactivement sur le classicisme, comme le dessin de l'artiste sur ce nuage. Rétroactivement, il a créé sa propre préfiguration dans le passé et une explication de lui-même par ses antécédents. Quelle est donc la valeur heuristique d'un concept comme celui d'anticipation ? Appliquer ce terme majoritairement utilisé au XXe siècle à des productions du XIXe siècle, n'est-ce pas, comme le dit Bergson, projeter sur le passé le mirage du présent ? Si tout travail de définition générique comporte nécessairement une dimension de reconstruction, avec le roman d'anticipation, on a affaire à un cas particulièrement riche où les élaborations génériques se sont entrecroisées, sédimentées et reconfigurées à plusieurs reprises entre 1860 et la période actuelle. C'est donc un exemple qui met à l'épreuve les méthodes de l'histoire littéraire de façon particulièrement aiguë, obligeant le chercheur à se confronter directement à la part d'illusion rétrospective du geste qui institue le roman d'anticipation scientifique lorsqu'il rassemble, comme par coalescence, des ensembles romanesques mouvants, romans d'aventure, fiction encyclopédique, utopie ou dystopie. On retrouve ici, sous un angle différent, la question posée notamment justement hier après-midi par Jean-Marie Seillant au sujet du genre séduisant, qui nous a tous beaucoup marqué, du roman aérostatique. Que faut-il pour qu'existe un genre ? Ce qui fait vaciller le genre ici n'est plus son caractère éphémère et limité à quelques œuvres correspondant à une définition très stricte, mais le fait que, sous cette étiquette de l'anticipation, se trouvent finalement rassemblées des œuvres qui, au moment de leur parution, n'étaient pas perçues comme relevant d'un même champ. Pour explorer les caractéristiques de ces textes, tout en affrontant cette difficulté théorique, nous avons donc collectivement élaboré une combinaison de méthodes et d'approches. Je vous les présenterai en 3 étapes qui s'ordonnent selon une logique de déconstruction croissante des étiquettes génériques pour aboutir à une généricité protéiforme et multiple. Je commencerai par vous présenter le corpus de romans d'anticipation scientifique que nous avons réunis et les critères qui ont présidé à sa sélection. Nous traverserons ensuite la multiplicité des désignations qui ont été appliquées à ces œuvres et la nature des collections dans lesquelles elles ont été publiées, qui constituent autant de modalités différentes d'institution d'une généricité. Nous verrons enfin comment l'on peut tenter de dessiner une cartographie évolutive des sous-ensembles mouvants qui se situent au cœur de nos corpus et dans ses marges. Comment l'on peut penser les processus de mise en avant de certains paradigmes qui se trouvent éminemment variables selon le type de regard adopté. Alors donc, première étape autour du corpus, ce corpus que nous avons réuni, et de ses critères de sélection. Donc une étape importante de ce travail collectif a constitué dans la définition d'un corpus de romans d'anticipation. Ce choix, qui peut sembler naturel, n'avait en réalité rien d'une évidence, et il a été assorti d'importantes discussions et de précautions méthodologiques. Choisir une définition et sélectionner une classe de texte correspondant à cette définition relève en effet a priori d'une approche essentialiste du genre, une approche plus transcendante qu'historicisée. Mais si l'on veut analyser un grand nombre de textes, si l'on veut constituer un large corpus d'études, la définition de critères stables d'inclusion ou d'exclusion du corpus devient une nécessité. Pour définir ces critères, nous nous sommes appuyés sur les formulations d'un article paru dans le Journal des débats en 1922, intitulé « La vie littéraire, roman d'imagination, roman scientifique » et signé d'un critique nommé Jean de Pierrefeu. Il définit les caractéristiques de ces romans comme, donc je le cite, un sujet extraordinaire, traité dans les limites de la vraisemblance scientifique. Donc c'est là une définition minimale qui permet de signaler à la fois un décrochage par rapport à la stricte référentialité et une manière d'en rendre compte qui reste rationnelle, le texte demeurant en régime réaliste et non fantastique. Nous avons choisi d'interroger la production littéraire de 8 décennies,
des années 1860, où paraissent les premiers romans verniens, aux années 1940, qui sont marqués par une large mutation, aussi bien des thèmes que des supports. Dans les années 1880, on assiste à un développement spectaculaire de la presse quotidienne. Les tirages et la réactivité augmentent et on passe à un régime de consommation de l'actualité où les nouvelles se périment à un rythme de plus en plus accéléré. On constate une forte demande de romans pour la case quotidienne du feuilleton et on assiste en parallèle à l'explosion des collections populaires où sont repris en volume nombre des romans parus d'abord de façon morcelée, que ce soit en feuilleton ou sous forme de fascicules. Deux phénomènes se superposent. D'une part, la diversification des supports accueillant ces romans, et d'autre part, l'entrée dans une culture de masse, placée sous le signe d'une consommation très rapide, avec des volumes et des tirages qui atteignent des chiffres jamais atteints jusqu'alors. C'est dans ce contexte que se développe le corpus que nous étudions. Pour donner une idée de l'ampleur de ce corpus, avec les critères donc, que j'ai définis là, nous avons rassemblé 1800 textes, ou plus précisément, Émilie Pézard a rassemblé 1800 textes, puisque c'est elle qui, depuis un an, a dépouillé la presse, la bibliographie de la France, des anthologies et des catalogues d'éditeurs pour rassembler notre corpus. Donc ce corpus réunit des œuvres désormais peu lues et étudiées, alors que dans la culture médiatique du tournant du XIXe siècle, elles ont été un des moyens privilégiés pour la société de notamment s'approprier des évolutions scientifiques et de s'interroger sur leurs effets. Je vous cite juste en passant quelques noms d'auteurs parmi les plus connus pour ancrer davantage ce corpus, tout en sachant que la très grande majorité des auteurs que nous rencontrons sont en réalité largement oubliés. Donc on traverse André Laurie, Villiers-l'Isle-Adam, Rony, Flammarion, Louis Bousnard, Albert Robida, Paul Adam, Maurice Renard, Léon Groc, Jacques Spitz, mais aussi très grand nombre d'auteurs qui ont publié parfois une œuvre ou des œuvres qui ne sont pas demeurées, et le nom de ces auteurs a lui aussi à peu près été oublié. Si on porte maintenant un regard plus historique et non transcendant sur ce corpus, on constate la grande diversité des dénominations pour le désigner. Les termes d'anticipation scientifique ne constituant qu'une des modalités parmi d'autres d'institution d'une généricité et sans doute pas le terme le moins problématique. Avant même la constitution de notre corpus, c'est en réalité l'analyse de cette diversité d'étiquettes génériques qui a constitué le point de départ de nos discussions et de nos travaux. Il s'agissait en effet de faire une archéologie des différentes désignations et de proposer des hypothèses pour comprendre le succès particulier de certaines d'entre elles, comme celle d'anticipation. Dès 1867, l'expression « fantaisie scientifique » est associée à l'œuvre de Verne, qui vient tout juste d'entamer sa carrière au magasin d'éducation et de récréation. Dans les années 1870 et 1880, l'appellation « roman scientifique » est très fréquente. De même que celle de grands romans d'aventure extraordinaires. Enfin bon, on a traversé, notamment avec l'exposé de Mathieu, tous ces entrecroisements de dénominations autour de l'aventure. L'expression apparemment oxymorique de merveilleux scientifique devient plus fréquente dans la première décennie du XXe siècle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas forgée par Maurice Renard dans son célèbre article de 1909, mais elle est déjà employée en 1904 par Marcel Réjat dans un article sur Wells et le roman merveilleux scientifique. D'autres dénominations apparaissent entre 1900 et 1930, roman d'hypothèse, roman à hypothèse scientifique, puis roman d'imagination scientifique et enfin, bien plus tard, la catégorie de la conjecture, roman de conjecture rationnelle ou roman conjectural. Le terme même d'anticipation est employé pour la première fois par Wells en 1904 comme titre d'un recueil non fictionnel qui rassemble des prophéties sur ce que sera la science de demain. Or, il est intéressant de constater que le mot a un sens tout à fait différent en anglais, où il ne désigne pas du tout un genre littéraire. En France, son premier emploi dans cette acception semble dater de 1913, donc c'est à confirmer, mais pour l'instant, il nous a semblé que c'est avec un roman intitulé « Les lauriers salis », qui prévoit une guerre future et qui a pour sous-titre donc « roman d'anticipation ». L'usage postérieur de l'étiquette « anticipation » pourrait alors fonctionner comme une manière de minorer
le rôle structurant que constitue le modèle du roman d'aventure pour relier ces productions à la figure proche et sans doute qui joue un rôle légitimant de Wells. À travers les différents articles de critique littéraire qui témoignent de la réception immédiatement contemporaine des œuvres du corpus, une série de traits d'une définition intentionnelle du genre se dégage. Ils comprennent la tension entre science et merveilleux, l'importance variable accordée à une dimension de vulgarisation, d'instruction en fait au cœur de la fiction, la dimension sociale de l'anticipation, la construction d'utopie et de dystopie, et le croisement justement avec ce modèle du roman d'aventure. Alors, nous avons procédé en construisant une base de données qui est hébergée sur Humanum et qui pour l'instant comporte 200 fiches autour des œuvres, enfin portant directement sur les œuvres de notre corpus. Un des enjeux de ces fiches, qui relève entre autres les désignations de chaque roman dans la critique, est précisément de dessiner l'évolution des désignations en fonction des décennies ou des sous-parties de notre corpus. Au-delà des discours critiques, cette perception de la généricité propre et évolutive des œuvres passe bien sûr par une série d'autres phénomènes que la base de données permet d'interroger. La succession des revues, éditeurs ou collections dans lesquelles les romans sont publiés, l'intertextualité interne au roman, qui permet de se situer dans une classe générique et généalogique, grâce aux auteurs dont les romans font mention, ou la circulation, par exemple, des illustrateurs d'une collection ou d'un éditeur à un autre, ce qui crée de nouveaux effets de continuité ou de sérialité. C'est ce qui m'amène au dernier point que je vais évoquer maintenant. L'approche que je viens de proposer recontextualise la définition du corpus minimal que j'avais évoqué tout d'abord, en la réhistoricisant, en réintroduisant diachroniquement la question du devenir des étiquettes, de leur éventuelle juxtaposition temporelle et de leur succès varié. Ces étiquettes ne sont bien sûr qu'un des angles d'attaque à envisager, et ce d'autant plus que chaque critique ou romancier les utilise souvent de façon dispersée et contradictoire, sans nécessaire rigueur ou cohérence. Une troisième manière de recontextualiser l'approche de l'anticipation ne joue pas sur cette perspective temporelle, mais plutôt sur un modèle géographique, celui d'une cartographie des différents genres du champ littéraire à l'instant T. L'enjeu serait alors de jouer sur la question du centre et des marges des différents sous-ensembles constituant notre corpus, tout en les faisant dialoguer avec les œuvres hors corpus qui permettent de mieux comprendre leur fonctionnement. On pourrait ainsi s'intéresser par exemple aux romans scientifiques publiés dans des revues de vulgarisation, comme La Science illustrée. Lorsqu'on envisage ce sous-ensemble, on met en relief certaines problématiques, comme la question du rapport à l'instruction ou à la technique, et certains auteurs paradigmatiques. À l'évidence, Verne davantage que Léon Daudet, qui est pourtant aussi auteur d'anticipation. Hors du corpus, ce sous-ensemble de romans pourra voir sa lecture éclairée par d'autres œuvres instructives qui ne relèvent pourtant pas de l'anticipation, mais qui sont publiées dans le même type de support de revues de vulgarisation, comme L'histoire d'une bouchée de pain de Jean Massé ou L'astronomie populaire de Camille Flammarion. Un dernier exemple permettra de dessiner un sous-ensemble différent. Donc notre idée, c'est d'en constituer en fait une multiplicité et de voir comment ils s'entrecroisent et quelle circulation on peut construire au sein de tous ces sous-ensembles. Donc un autre exemple de sous-ensemble de ce type-là pourrait se construire avec lui aussi ses auteurs centraux et ses auteurs plus périphériques, et les œuvres hors corpus qui relèvent néanmoins du même ensemble. Ce qu'on pourrait envisager sous l'angle de la théorie du prototype que tout à l'heure Mathieu Le Tourneux a évoqué. Si l'on envisage par exemple les romans qui sont construits autour de machines extraordinaires, on songe à des œuvres de Jules Verne comme Robur le Conquérant ou de Paul Divoye comme Le Docteur Mystère. Des romans comme ceux de Rosny Aîné, avec l'Exipéuse ou La mort de la Terre, relèveront d'une logique apparemment différente.
ce type de roman de machine prend toute sa signification historique quand on les rapproche de, plus globalement, la culture du spectaculaire qui se développe au tournant du 19e, avec par exemple les gigantesques pièces à machine, les féeries scientifiques qui sont présentées notamment au théâtre du Châtelet. C'est aussi toute une culture matérielle destinée à l'enfance que l'on pourra faire résonner avec ces œuvres. Par exemple, les jeux scientifiques, les machines à construire, qui sont parfois reçues comme des primes d'abonnement. Ce type d'objet relèvera alors d'une même logique d'émerveillement scientifique et de spectacularisation de la technique. À travers la juxtaposition de ces trois approches du genre de l'anticipation, c'est donc une image complexe et évolutive de la généricité que l'on peut esquisser. Mais c'est également au cœur même des textes, dans l'exploration d'enjeux idéologiques spécifiques, notamment autour de la science et des transformations technologiques, que se joue la construction ou l'étoilement du genre. Les œuvres retraversent nombre de débats caractéristiques du tournant du siècle, tout en réactivant à ce propos nombre de stéréotypes du roman populaire. C'est aussi autour de ces enjeux idéologiques que l'on peut dessiner une autre saisie de la généricité du roman d'anticipation scientifique. Une des spécificités de ces romans tient à l'ambiguïté de leur positionnement par opposition à l'affichage de valeurs supposées stables et univoques du roman populaire tel que le décrit par exemple Jean-Yves Mollier, qui le rapproche du manuel scolaire. Je cite, donc c'est un article de Jean-Yves Mollier, même refus du problématique, de l'ouvert, du discutable, de l'incertain. Dans son étude sur les romans d'aventure entre 1870 et 1930, Mathieu Le Tourneux avait également souligné la dimension manichéenne de ces fictions de romans d'aventure qui séparent sans ambiguïté le bien et le mal, tant au niveau des personnages que du déroulement narratif. La structure de ces romans d'aventure suppose généralement une conclusion rassurante. Le héros retournant, après une succession de mésaventures, dans l'univers familier de ce qu'on nomme la civilisation. Or, une part des romans d'anticipation et d'aventure scientifique que nous avons étudiés échappe manifestement tout à fait à ce modèle, en présentant des dénouements déceptifs et mélancoliques, ou bien en mettant en scène non pas le retour au confort rassurant de la société bourgeoise, mais une destruction catastrophique et la disparition des protagonistes principaux de l'aventure. Les romans d'anticipation apparaissent alors comme un territoire constamment reconfiguré, qui dialogue, entre autres, avec les caractéristiques du roman d'aventure, leur identité générique se dessinant notamment à travers ces dénouements spécifiques à l'idéologie ambiguë. Loin d'une conclusion univoque, nombre de romans d'anticipation semblent privilégier des fins suspendues, méditatives, qui font de la fable, comme le dit Maurice Renard, je le cite, « un grain d'amère philosophie roulé en pilule d'or dans tout le sucre d'un apologue ». Le Péril bleu de Maurice Renard s'achève ainsi sur une interpellation au lecteur, faisant vaciller les frontières entre fiction et réalité. Je cite cette fin. « Regardez, puis réfléchissez, puis rêvez. Cela n'est pas impossible. » Il s'agit pour l'auteur de ne pas imposer une interprétation définitive, à expliquer et de solliciter un lecteur actif pour la construction du sens. Avec ces trois impératifs qui aboutissent à l'injonction « rêver », on songe aux célèbres analyses de Roland Barthes sur le dénouement de Sarrasine, dessinant l'image d'un texte pensif. L'identité du genre du roman d'anticipation semble alors s'élaborer dans la tension constamment renouvelée entre une multiplicité de dispositifs éditoriaux jouant pour partie au cœur du roman populaire et les ambiguïtés idéologiques se manifestant exemplairement dans la pensivité ultime des romans. Je vous remercie.